Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Oui. Est-ce que... Ouais, je vois le spectre, parfait. ça marche bien. Ouais, c'est impeccable, ça marche bien, on enlèvera ça au montage et c'est parfait. Allez, on y va. Bienvenue aux auditeurs de ce nouvel épisode du podcast Never Stop Learning. J'accueille aujourd'hui Philippe Lacroix, qui est une référence du e-learning et de la formation digitale. C'est également le cofondateur avec Philippe Gilles de ILDI, qui est un cabinet de conseil en stratégie de formation digitale. Philippe Lacroix est également co-auteur avec Nadia Medjab et Philippe Gilles du livre Neurolearning, les neurosciences au service de la formation, qui est édité par Erol. Je mettrai le lien à la fin du podcast pour que vous puissiez le retrouver. Bonjour Philippe. Bonjour Gérard, bonjour aux auditeurs. Alors, on va parler de ton parcours pour débuter ce podcast. Est-ce que tu peux parler brièvement de celui-ci? Qu'est-ce qui t'a amené à te plonger dans le monde de la formation digitale? Parce qu'au départ, j'ai vu ton parcours et tu n'étais pas forcément destiné à faire ce parcours-là, justement. Alors, je vais essayer de résumer ça. Je voulais faire de la musique et je suis tombé dans la formation. J'ai commencé par faire des études d'informatique et je voulais faire de la musique avec Pierre Boulez. Et puis, j'ai fait un stage à la fin de ma formation et j'ai fait un stage chez Segos. Et voilà, et je suis tombé dans la formation et j'en suis pas sorti depuis 30 ans. Oui, parce que je sais que tu as été manager chez Demos, c'était après le rachat, je crois. Exactement. En 2000, avec Philippe Gilles, on est parti de chez Segos et on a fait e-learning agency, une des premières startups françaises qui était dédiée à la conception et à la production de e-learning. Et puis quelques années plus tard, on a vendu e-learning agency à Demos en y restant. Et puis ensuite, on a créé ILDI, le cabinet de conseil. Tu Voilà. peux nous en dire un peu plus sur ILDI ? Alors ILDI, on a 3 activités. La première, c'est de conseiller les entreprises et les organismes de formation qui cherchent à digitaliser leurs activités de formation, et on intervient beaucoup plus au niveau stratégique qu'opérationnel. La deuxième activité, c'est qu'on fait, alors j'aime bien le dire au présent, mais même si l'année 2020 nous l'a mis en parenthèse, on fait des événements formation. On essaye de brasser les différents acteurs. On fait 4 événements qui s'appellent le Digital Learning Day, Neuro Learning Day, LearnInnov, EdTech Meeting. On essaye de faire intervenir des consultants, des experts qui viennent partager leur expérience. On fait des ateliers de pratique pour découvrir les innovations en formation. Puis la troisième activité, on édite une veille sous le nom Digital Learning Academy, qui prend la forme d'un site web, de participation sur LinkedIn, de publication papier, de livres blancs, du Digital Learning Book. Enfin voilà, on essaie de conseiller, d'informer et de publier. Merci pour cette présentation, Philippe. Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'année 2020 a complètement bouleversé les conditions de travail et de formation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre en place des formations en urgence. Tout le monde a été obligé de s'adapter, d'adapter les stratégies de formation. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur ces changements ? Alors, en quelques mots, je ne vais pas parler du tout des changements qui peuvent nous affecter. Je vais parler de ce qui est incontournable. On a trouvé, fort heureusement, on est dans une période où le digital nous permet de trouver des alternatives à une présence physique, que ça soit dans notre environnement familial ou professionnel. Les apéros Zoom sont devenus quotidiens et redeviennent un peu quotidiens. Et puis professionnellement, c'est vrai que le télétravail nous a amené à pratiquer au quotidien de nouvelles façons de
collaborer, d'échanger, de construire, de discuter ensemble. On est tous maintenant familiers de Meet, de Teams, de Zoom, etc. Et puis, bien évidemment, la formation a hérité aussi de ce changement brutal, puisque quand on peut plus se retrouver en salle, il faut quand même continuer à se former. Mais la formation a été un peu bousculée avec tout ça. Alors, oui. non, c'est clair. Et en fait, tous ces outils que tu as mentionnés, alors Zoom, Teams, il y en a énormément qu'on a vu arriver. Est-ce que c'est un nouvel environnement pour toi de formation? C'est une opportunité? Tu viens de parler de nouvelles salles de formation ou de salles de formation. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, ce qui a changé, on va y venir, dans le domaine de l'hybridation, c'est éclater un petit peu l'unité de lieu, de temps et de modalité, puisque tout ça a été rassemblé dans la salle de formation. On était tous ensemble pour le même moment, pour partager les mêmes activités avec un chef d'orchestre. Et quand on ne peut plus faire ça, effectivement, c'est le rapport à la formation change un peu. On va y rentrer dans le détail après. Mais ça a fait émerger une tendance de fond, un courant de fond qui avait été mis en place par certains déjà sans en y être obligés. Les grands comptes, les grandes entreprises qui avaient les moyens d'explorer, d'expérimenter, d'investir, avaient déjà basculé une partie de leurs activités de formation sous d'autres formes, le e-learning, le digital learning, la classe virtuelle, le mentoring à distance, le travail social. Tout ça avait déjà été pour pas mal d'entreprises mis en place pour partie. Là, ce qui change, c'est qu'on est obligé de le faire pour tout le monde et tout le monde le fait. Et c'est vrai que ça a pris forme principalement par une nouvelle salle, transposer la salle. Donc, les outils de classe virtuelle ont eu la vedette et ont encore la vedette. Heureusement, le panel de modalités possibles, d'outils et d'interactions possibles est un peu plus large que ça. Alors, au niveau des outils que tu as mentionnés, il y avait Zoom, Teams, Google Meet. On a effectivement, dans cette nouvelle période, on a fait avec les moyens du bord et on a dû s'adapter. Est-ce qu'on n'est pas limité avec ces outils? Dans un dernier podcast, en fait, je te parle de ça parce que on a évoqué avec un invité la pauvreté des parcours de formation avec des besoins pédagogiques qui ont toujours existé, mais qui sont encore peut-être un peu plus criants en ce moment, où on parle beaucoup de multimodalité, pour améliorer le parcours de formation. Quel est ton avis là-dessus? Alors, moi, mon avis est que il faut pas confondre besoin et solution. C'est-à-dire que former, c'est quand même transmettre avec une transformation du savoir en savoir opérationnel. Un expert, formateur, il a pour lui le savoir et sa pédagogie, et il doit combiner les deux pour faire en sorte que ce qu'il sait et ce qu'il sait faire deviennent quelque chose de approprié et opérationnel chez les personnes qu'il doit former. Et pour ça, il utilise des véhicules qui peuvent être la salle de formation, et pour transporter ce savoir et ce savoir-faire, on peut avoir d'autres véhicules. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on veut, c'est que ce que je sais, ce que je sais faire en tant que formateur expert, doit devenir un savoir et un savoir-faire chez la personne à qui je veux transmettre. Et ma représentation de mon savoir et ma façon de faire m'est personnelle. Il faut donc en avoir conscience que la représentation de ce savoir et la façon de faire sera différente pour la personne que je veux former. Et ça amène à ne plus considérer que l'activité de formation, c'est formaliser du savoir, parce que sinon il est unique et il est identique à tout le monde, mais c'est bien faire comprendre les notions
et faire se les approprier et les rendre opérationnels. Ça veut dire qu'il ne faut plus partir du contenu qu'on veut transmettre, mais de ce à quoi ça sert, et de faire en sorte que la personne qu'on veut former se l'approprie. Et pour se l'approprier, il faut pas simplement écouter, regarder, lire, observer. Il faut faire des choses. Et après cette petite introduction un peu longue, je veux dire que la modalité n'est qu'un moyen de faire des choses. Et donc, si je veux résumer, la grande différence, ce n'est plus en tant que formateur, ce que je dois dire, c'est ce que je dois faire à l'apprenant. Et c'est en me posant la question de ce que je veux lui faire faire que on découle les modalités qu'on doit utiliser. Voilà. Et ces modalités, donc, pour toi, c'est la multimodalité. Ça peut être du présentiel, du e-learning, du mobile learning, du social learning, Alors là, éventuellement de la VR, de la vidéo. Le terrain de jeu MOOC, est énorme. On a la vaste. chance. Et On a vaste. la chance d'être Ouais. à un moment où on a des jouets qui sont plus tentants que les uns que les autres, et en plus maintenant pas forcément réservés à une élite qui aurait une maîtrise technique ou un budget infini. Tout ça est très accessible, que ça soit dans la façon de le mettre en œuvre ou de l'utiliser, que ça soit dans l'acquisition ou la maîtrise. La VR, que ça soit réalité augmentée, réalité virtuelle, les univers à 360 degrés, faire de la vidéo pédagogique, faire du mobile learning, faire du social learning, faire des MOOC, tout ça avec un tout petit peu de curiosité et quelques heures investies, curiosité et un petit peu de savoir-faire de recherche sur Google pour ne pas se perdre dans toutes les offres et choisir les bonnes rapidement et les expérimenter, mais avec un minimum d'investissement, on arrive aujourd'hui à faire des choses incroyables. Et c'est vrai que la multimodalité est un des éléments qui fait la réussite du digital learning, c'est chaque modalité étant différente et chaque personne se formant ayant des sensibilités différentes. Si on varie les modalités, on a plus de chances de tomber sur des modalités qui plaisent à certaines personnes, pas toujours les mêmes, mais au moins la variété va donner cette possibilité d'être en adéquation avec les sensibilités de différentes personnes. Et puis surtout, comme on est en général, même si on est dans une formation avec des interactions sociales, on est quand même majoritairement un petit peu tout seul devant son écran. Changer de modalité évite de tomber dans de la lassitude, dans du répétitif. Donc voilà, l'intérêt de la multimodalité, c'est aujourd'hui, on a des jouets qui sont incroyables. Et puis, cette diversité se fait un enrichissement qui est très intéressant pour l'apprenant. Je suis vraiment d'accord. On va parler, tu as introduit le sujet tout à l'heure, d'hybridation de la formation, et parce que cette notion d'hybridation, elle est vraiment très intéressante. Comment tu l'appliques aux différentes dimensions de la formation? On peut parler on va commencer par le premier, l'espace, les lieux. Alors, je vais me raisonner en comparaison. Un espace de formation, l'espace de formation privilégié jusqu'à quelque temps était la salle. Et elle regroupait effectivement, elle permettait d'avoir une unité de temps et de lieu, mais on va pour l'instant se concentrer sur le lieu. C'est-à-dire qu'on réunissait toutes les personnes qu'on veut former au même endroit. Quand on ne peut plus se retrouver dans la salle, eh bien, on va les retrouver un peu ailleurs. Et si on était en salle pendant 3 jours, tout le monde a bien compris que c'était pas la peine, que c'était inhumain de demander à être pendant 3 jours devant son écran, devant un Zoom ou un Teams. Donc, il va falloir, en hybridant les lieux, abandonner la salle de formation, avoir une version digitale de la formation, mais pas que. Il va falloir trouver d'autres espaces de formation. Ça peut être des plateformes de e-learning
en auto-formation, ça peut être des espaces d'échange social, que ça soit un chat, un forum, un groupe WhatsApp, etc. On va avoir d'autres espaces pendant lesquels on va échanger, on va se former. Ça peut être des moments où on se retrouve virtuellement ensemble, comme quand on a pu expérimenter les salons virtuels. Laval Virtual permettait de se retrouver tous ensemble dans un lieu digital. Voilà, hybrider les lieux, c'est passer d'un lieu unique à des lieux multiples et qui vont engendrer la deuxième dimension de l'hybridation, c'est l'hybridation du temps. Mais le premier, c'est que vraiment on passe d'un lieu unique à plusieurs lieux. Et j'insiste bien sur plusieurs lieux parce que je ne vais pas critiquer ceux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient en substituant la salle exclusivement par la classe virtuelle, mais il faut trouver d'autres espaces qu'on a cités, hein, les plateformes, les espaces sociaux, les espaces virtuels, etc. Oui, là aussi, je suis en phase avec toi. Tu as lancé le mot, tu parlais également d'hybridation du temps. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors là, on pourrait dire beaucoup, mais on va essayer de se restreindre, hein. C'est un peu frustrant, mais j'imagine Je pour nos sais, ouais, ouais, pour nos auditeurs, le, après, on va devenir lassant, donc ouais, non, en fait, je suis désolé, effectivement, le format du podcast fait 30 à 40 minutes voilà. et j'essaye de le tenir. Donc, c'est frustrant, oui, je sais. Donc à partir du moment où on passe d'un lieu unique à des lieux multiples et des lieux où on n'est pas tous en même temps, ensemble, eh bien forcément, on va hybrider aussi le temps. C'est-à-dire qu'on va passer d'un espace-temps commun à toutes les personnes qui pouvaient se retrouver en salle à des espaces et des temps. Et chaque temps est principalement individuel. Alors c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que en période d'isolement social où on est un peu obligé de rester chez soi, bah, au moins on a les libertés d'organiser son temps dans la journée un peu comme on veut. Et en formation, quand on met en place des modalités de substitution, des modalités digitales, des modalités hybrides, eh bien les espaces qui sont mis à notre disposition pour se former nous permettent de choisir le temps dans lesquels on va se former. Alors si je suis en e-learning, en auto-formation, bah effectivement, je peux choisir le moment où je me forme. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut que je sois un peu raccord avec le groupe et avec le calendrier de formation qu'on m'a assigné. Quand je suis sur des espaces sociaux, un peu comme j'aime bien choisir cet exemple de groupe WhatsApp parce qu'on n'y pense pas souvent, mais les groupes WhatsApp, pour les avoir expérimentés, ça marche très bien en formation. Mais c'est asynchrone. Donc c'est vrai qu'on peut jouer à un ping-pong avec un temps soit très bref entre les échanges, soit un peu plus long. Mais là encore, on peut donc distordre le temps de formation. Et puis, on peut tout à fait aussi se retrouver des moments ensemble, hein, avec des sessions de classe virtuelle ou des espaces virtuels. Et on a donc une combinaison, un éclatement, une distorsion. On peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais le temps se trouve mal axé. Alors, ça soulève un petit point. Je vais pas tout détailler, mais je laisse la question posée à nos auditeurs. C'est quand on passe d'un moment où on a tous ceux qu'on veut former en même temps, au même moment, sur la même durée, et qu'on éclate tout ça, quelle est l'unité de mesure de l'achèvement d'une formation? Comment on mesure le temps passé en formation et comment est-ce qu'on dit le temps passé est suffisant pour considérer que la formation est terminée? Euh, euh, Bien évidemment, ce n'est plus l'unité de temps telle qu'on la mesure en minutes, en heures ou en journées, puisque le temps, il est quand on veut, à son rythme, pour la durée qu'on veut. Donc quelqu'un qui se formerait 2 heures du lundi au vendredi et quelqu'un qui se formerait 10 minutes peut avoir une activité presque comparable alors que en métrique traditionnelle, ça n'a plus de sens. Mais en digital learning, si. Il faut abandonner la notion de temps comme unité de mesure, mais plutôt l'avancement, la complétion,
la réussite comme unité d'avancement dans la formation. Ça veut dire que avec ce que tu viens d'évoquer, il y a la notion de parcours personnel, puisque quand on a autant de modalités, qu'on doit aller sur un parcours un peu ordonné et qu'on va sur un groupe WhatsApp, il va falloir que les formateurs aillent vers des parcours un peu plus personnalisés. Pour toi, ça équivaut à faire une part d'adaptive learning, pardon? Oui, et ce coup-ci, l'adaptive learning n'est pas forcément ce qui est préconisé par une machine, par une intelligence artificielle, mais l'adaptation personnelle. J'adapte mon temps, mon intensité C'est toi qui d'énergie. adaptes. C'est moi qui adapte et, et je choisis l'ordre dans lequel je fais les choses parce que j'ai cette liberté-là. Je choisis le moment pendant lequel je me forme et je choisis aussi l'intensité que je mets à la formation. C'est-à-dire, je peux faire un exercice en étant extrêmement concentré parce que j'ai compris que cet exercice était important dans mon apprentissage et qui va me poser une difficulté dont j'y consacre l'énergie et le temps qu'il faut. Par contre, pour une autre personne, cet exercice me semble un peu éloigné de mes préoccupations ou très facile, et donc je vais y consacrer un peu moins d'énergie, un peu moins de temps. C'est très personnel, donc adaptatif. Et puis bien évidemment avec une supervision, une surveillance de tuteurs, de formateurs, de mentors, qui vont me dire non là, Philippe, tu devrais refaire un peu ce truc, ou y repasser un petit peu de temps, ou essayer de réussir quand même, ça serait pas mal. Mais au départ, c'est moi qui me suis adapté à ce que je voulais faire. Alors ça veut dire que pour les responsables formation ou les responsables d'organismes de formation, bah, il faut lâcher prise, et je vais revenir sur les métriques, il faut lâcher prise sur le contrôle total qu'on pouvait avoir précédemment en formation, c'est-à-dire un groupe de 12 personnes qui rentrent dans une salle le lundi, qui en ressort le mercredi soir, c'est très facile à contrôler. On maîtrise ce qui s'est passé. Quand on a un groupe de 200 personnes qui se forment sur des outils différents au moment qu'ils veulent, quand ils le veulent, avec dans l'ordre où ils le veulent, avec les réussites qu'ils décident eux-mêmes, la maîtrise, elle est beaucoup plus difficile. Elle est voire même impossible. Donc il faut lâcher prise sur l'envie de tout contrôler. Par contre, il faut se donner rendez-vous à certains moments dans la formation et surtout à la fin, en se disant il faut que à la fin des 15 jours, vous ayez au moins réussi 2 des 3 premiers modules. Il faut qu'à la fin du mois, vous ayez 80% des contenus qui aient été vus et une moyenne de réussite de 2 quiz sur 3 avec une note finale de... Vous voyez, c'est très différent de je veux que tu restes là pendant 2 jours avec tout le monde pour suivre le même programme. Et ça, c'est assez difficile parce que, et je vais pas rentrer dans ce détail-là, derrière la pédagogie et l'observation et la maîtrise de la pédagogie, il y a une maîtrise administrative. Des process, des tableaux de bord à remplir. Et c'est plus ça qui doit être ajusté que de donner de la liberté aux apprenants. Donc cette liberté, en fait, tu la jalonnes de mise en place d'objectifs et comment tu vérifies l'acquisition des connaissances? C'est grâce à ce que tu viens de dire au quiz dont le parcours, finalement, ce nouveau parcours est jalonné. Tu gardes quand même cette notion de vérification, d'acquisition des connaissances. Alors l'acquisition des connaissances, le contrôle de l'acquisition des connaissances, pour moi, il a 2 objectifs. Le premier, il est pour l'apprenant lui-même. Est-ce que le temps et l'effort que j'ai consacré à me former m'est bénéfique? On a une petite idée en général, mais c'est mieux quand une machine le confirme, que effectivement on a compris, qu'on a assimilé et qu'on sait transposer dans quelques exercices qui nous ont été proposés. Donc ça, c'est un feedback personnel dont on a besoin pour savoir si on est récompensé des efforts qu'on a faits.
Et puis, bien évidemment, il y a pour le commanditaire, le responsable formation ou le formateur ou qui dit moi, on m'a passé un contrat, il faut que les gens soient formés à la fin, donc il faut que j'en sois sûr que le résultat est au rendez-vous. Et ça, je le mesure effectivement en jalonnant la formation par des quiz intermédiaires qui me permettent de voir si tout se passe bien, si je les ai pas perdus et si tout le monde avance, apprend avec un niveau de réussite que j'ai fixé et qui me convient. Mais c'est pas suffisant parce que ça va donner du quantitatif. Ça ne va donner que des chiffres. Et on le sait très bien quand on a formé en salle, la réussite des apprenants, elle est différente pour chacun parce on a pu observer où étaient leurs difficultés, où était leur niveau de départ et où ils sont arrivés en niveau à la fin de la formation. Et ça, c'est du qualitatif. Et dans la réussite d'un parcours hybride, il y a cette observation qui est importante. Et c'est pour ça qu'il y a un investissement en temps à faire, pas seulement en accompagnement, mais surtout en observation de la progression, des efforts, des réussites personnelles et des dialogues qu'on peut avoir avec les apprenants, même si c'est des dialogues numériques à travers des réseaux sociaux ou des échanges de messages. Mais pour moi, si on veut transposer en digital learning la même fiabilité d'une réussite accordée ou pas à un apprenant, il y a du quantitatif fourni par la machine et il y a du qualitatif par observation du formateur. D'accord. Est-ce que on avait vu dans un épisode précédent l'importance du tutorat qui améliorait le taux de complétion des formations et ça va nous amener vers l'hybridation des relations. Quel est ton avis par rapport à ça? Je dis ça parce que tu parles d'autonomisation et j'ai l'impression que pour toi, il vaut mieux un apprenant autonome que tutoré. Ou est-ce que tu le vois plutôt comme deux choses différentes? Alors ça fait plusieurs questions en une. Je l'ai compris. Merci. Il y a vraiment deux choses en une. C'est-à-dire que, et encore une fois, je vais raisonner par comparaison. Ce que veut un formateur en salle, c'est qu'au final, l'ensemble des stagiaires, individuellement et en groupe, aient profité de la formation et réussi à atteindre le niveau qu'on attendait d'eux. Donc, son métier, un formateur, c'est d'accompagner les gens dans leur apprentissage. Il faut que je les accompagne pendant mes 2 jours, 3 jours où je suis avec eux dans leur apprentissage. Il faut que je les forme et il faut que je les accompagne à surmonter les difficultés que chacun va rencontrer à différents niveaux, avec différentes intensités dans l'apprentissage. Ça, c'est ce que fait un formateur en salle. Formation à distance, formation hybride, formation digitale, peu importe comment on l'appelle. J'ai deux choses en tant qu'accompagnant, tuteur ou formateur à distance. Je dois, les accompagner pareil dans leur apprentissage, c'est-à-dire identifier où sont leurs difficultés, soit de façon proactive, soit en attendant qu'ils me disent « là j'ai un problème ». Et je dois les aider à surmonter ces difficultés, surmonter les incompréhensions, surmonter le manque de perception de la pertinence de certaines choses à apprendre, etc. Je dois les accompagner. Mais en plus, j'ai un autre travail, c'est que je dois les aider à savoir pêcher, pour reprendre cette... Oui. Voilà. Je dois leur apprendre en même temps à trouver par eux-mêmes, retrouver par eux-mêmes les capacités d'autodidaxie dont on est tous dotés, mais qu'on a un petit peu mis en sommeil par un enseignement où on ne les met pas forcément en œuvre. Et pourtant, on est tous dotés, depuis notre plus jeune âge, de capacités d'autodidaxie extrêmement fortes. Je prendrai juste un exemple, avant même de savoir que la notion de verbe, de sujet, de complément d'objet direct, de vocabulaire, ne serait-ce même que de mots existe, on a appris à comprendre nos parents et à parler. Et après seulement, on découvre la théorie du langage. Donc on a une capacité d'autodidaxie dingue qui nous permet d'appréhender des choses extrêmement complexes par nous-mêmes. Bon, le problème c'est que ça prend 2 ans seul. Oui. Mais c'est vrai. Quand on est en train d'accompagner des apprenants dans des dispositifs digitaux, il faut les aider à avancer dans ce dispositif, mais aussi
retrouver des capacités d'autodidactie par rapport à ce nouvel environnement de formation. Donc, on doit les aider à chercher dans les facs, on doit les aider à échanger avec les participants, on doit les aider à faire des recherches sur Internet par eux-mêmes, on doit les aider à essayer de mettre en œuvre par essai-erreur, on doit les aider, voilà. Et ça, c'est c'est une posture d'arrière-plan générale à tous les accompagnements dans des dispositifs digitaux. Et puis, sans perdre de vue non plus, la mission principale, c'est que les accompagner dans la formation qu'ils sont en train de suivre. Alors, tu en parles très bien, mais souvent, moi, ce que je peux observer, c'est que les parcours de formation restent un peu pauvres. Et du coup, comment tu conseilles d'appliquer concrètement ces notions qui sont super pertinentes, hein. Tu t'appliques ça concrètement quant à la conception d'un parcours de formation? Alors, je vais revenir sur ce que j'avais commencé à dévoiler au début, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un état d'esprit à qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois exposer, qu'est-ce que je dois montrer pour que l'apprenant comprenne. Bien évidemment, il faut parler du sujet, hein, il faut l'illustrer, l'exposer, etc. Mais il faut dépasser ça, et souvent on ne le dépasse pas, c'est-à-dire que on reste dans la formulation, dans l'exposé, qui peut être très euh, compréhensible, très limpide, etc. Mais ça ne restera que exposer du savoir. Et il faut réfléchir à qu'est-ce que je fais faire à l'apprenant pour qu'il comprenne, qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il s'approprie, qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il mette en œuvre, qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il réfléchisse, qu'est-ce que je fais faire pour qu'il se fasse une représentation mentale personnelle du savoir. Et c'est en réfléchissant comme ça à la mise en action de l'apprenant pour apprendre, plutôt que partir du contenu qu'on expose aussi brillamment qu'on veut, hein, aussi simplement et efficacement possible. Hein, c'est la formation, c'est l'art de vulgariser un savoir, mais c'est aussi comment je mets en mouvement l'apprenant pour qu'il s'approprie. Et là, je suis très axé sur l'appropriation, parce que c'est ça qui fait que je repars avec le savoir. Hein, il fait partie de moi maintenant. Et maintenant, quand je serai confronté à des situations où je dois m'appuyer sur ce savoir pour faire quelque chose, eh bien, j'ai déjà été entraîné à ça. Parce que je n'ai pas juste le savoir, je l'ai acquis en faisant des choses. Donc, je peux beaucoup plus facilement me remettre en situation d'action. Et ça change tout quand on part comme ça. Et c'est en ça que je dis une formation hybride, ce n'est pas de la multimodalité, c'est de la pédagogie hybride. Il y a à la fois de l'exposé et à la fois de la mise en action. Alors ça veut dire qu'il faut un peu plus de compétences, hein. On imagine bien que quand on parle de digital, il faut des compétences techniques dans des outils, dans de la veille. Faut savoir collaborer à distance. Faut s'appliquer à soi-même ce qu'on veut que les apprenants sachent faire, etc. Il y a une dimension pédagogique à éclairer, parce que ça serait faux de dire que les formateurs sur qui on tape beaucoup en ce moment ont une pédagogie limitée. Très souvent, elle est effectivement intuitive, mais elle est riche. Donc, il faut leur demander de savoir la transposer dans des modalités différentes, cette pédagogie active. On a tendance à dire que c'est toujours une pédagogie très descendante. C'est faux. Les formateurs savent très bien mettre en action les apprenants en salle, sauf qu'ils sont un peu démunis quand on leur donne des outils digitaux pour transposer ça. C'est vrai. Mais ils savent bien le faire, mais il faut les accompagner dans une conception active avec des outils digitaux. Puis par contre, il va falloir qu'on fasse faire des choses aux autres, parce qu'il y a des outils qui sont hors de portée, non pas en compétences, mais en temps à investir pour des gens qui les maîtrisent pas. Donc il faut déléguer à des gens qui savent mieux faire que moi du graphisme, de l'interactivité, etc. Donc il va falloir travailler à plusieurs, travailler en équipe. Et ça, c'est peut-être une difficulté aussi auxquelles ne sont pas forcément confrontés les formateurs ou les concepteurs de formation traditionnels. Et puis, il y a la dernière, celle qui est la plus délicate, parce que ça fait presque partie du talent, c'est pas forcément des choses qu'on peut apprendre facilement. C'est ce que j'appelle la littératie multimodale.
être capable de raconter une histoire qui a une continuité, une homogénéité, une harmonie avec des médias différents. Avoir une même approche littéraire, je vais dire, pour traiter un contenu sous forme d'un texte, d'un exercice ou d'une vidéo pédagogique, c'est pas très simple. Mais pour l'apprenant, lui, par contre, la formation, elle fait un tout. Donc, elle doit être cohérente. Elle doit avoir une continuité. Voilà. Donc, c'est 4 domaines sur lesquels, pour passer à l'action, il faut un peu creuser les compétences techniques, pédagogiques, organisationnelles et littéraires. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un formateur, puisque on passe finalement d'un formateur qui devait rédiger, animer, présenter des contenus, écrire ses contenus, et aujourd'hui on lui demande en plus, avec le digital, de mettre en place et d'animer un vrai dispositif avec des ressources dont on a abondamment parlé, et c'est pas si simple de passer de l'un à l'autre. Alors non, parce que en plus, on lui demande de se déposséder de ce qui faisait sa valeur. On lui demande de mettre en boîte son savoir, et puis on lui demande de disparaître. Et d'être, par contre, toujours un petit peu là quand on a besoin de lui. Donc ça, c'est pas facile. Mais la question peut se régler. Je vais pas dire facilement, mais c'est de discuter avec lui d'où se trouve sa valeur. Et quand on discute avec le formateur, ta valeur, c'est quand même ta capacité à mener un groupe, à réexpliquer, à reformuler. Donc ça, c'est et pas être présent dans une salle avec tes PowerPoint. Si je te prends tes PowerPoint et que t'es plus dans la salle, ta valeur, elle disparaît pas. Bien sûr, le gagne-pain peut disparaître temporairement. Il va falloir être capable d'agir autrement pour retrouver une activité en formateur. Mais agir différemment, ça veut dire, je peux tout à fait concevoir des contenus de formation, je peux tout à fait accompagner à distance des apprenants, je peux tout à fait continuer à faire 1 heure ou 2 heures de classe virtuelle de temps en temps, parce que incarner la formation, c'est très important. Donc, même si on est incarné juste avec sa tête dans une classe virtuelle plutôt qu'avec l'ensemble de son corps, on incarne quand même la formation. Oui. Donc, réfléchir avec le formateur d'où est sa valeur permet d'adoucir un peu la frustration d'être dépossédé de son contenu et de disparaître. Ça, je suis d'accord, et je pense que tes propos vont rassurer tous les formateurs, parce que ça fait un certain nombre de temps qu'on dit qu'ils vont disparaître avec le digital learning, la formation digitale. On les a jamais vus disparaître, et en ce moment, je crois qu'on a encore vraiment, vraiment, vraiment besoin d'eux. Donc, il y a de beaux jours pour la formation avec l'appropriation de tous ces nouveaux territoires dont tu nous as parlé. Oui, parce que le formateur va avoir un spectre un petit peu plus large, en tout cas plus délimité, plus identifié. C'est-à-dire que l'animation de formation, un formateur qui anime sa formation, en fait, on utilisait ce terme générique, mais il se passe plein de choses dans une salle. Et en digital learning, il faut essayer de lui redonner, parce que c'est souvent ça que reprochent les apprenants, c'est quand il n'y a plus que le contenu et plus l'animation, on n'est pas très motivé, donc on n'a pas tellement envie d'aller jusqu'à la fin de la formation. Donc si on se repose la question de qu'est-ce qu'apporte un formateur en salle, et ce n'est pas que la transmission, et qu'on réintègre ça dans un dispositif digital, c'est important. Et donc j'y viens sur pour moi, il y a 4 dimensions dans l'animation d'un formateur. La première, c'est effectivement, c'est transmissive, hein, c'est fournir le savoir, et un formateur peut aider à transmettre le savoir en le capitalisant, en le formalisant ou en le reformulant pendant les classes virtuelles. La deuxième, c'est proactive, c'est-à-dire anticiper les décrochages, observer les difficultés, contacter l'apprenant, le solliciter, l'encourager avant même que ça soit trop tard. La troisième, c'est effectivement, c'est formative, c'est pas tout à fait transmissive, c'est formatif, c'est aider à comprendre, reformuler, interroger l'apprenant
pour qu'il ait un rapport différent avec ce qui lui posait une difficulté et se mette à raisonner différemment pour comprendre ce qui lui posait problème. Et puis évaluatif, c'est ce que je disais, c'est le formateur, il faut qu'il observe. Et malheureusement, dans les plateformes aujourd'hui, c'est quasiment inexistant. Et pour autant, je trouve que c'est très important d'avoir en plus des notes et des indicateurs numériques que donnent les plateformes, les datas collectées par les plateformes. Oui. Il faut y ajouter du qualitatif. Oui, il a fait des efforts. Je peux attester que il a effectivement compris l'essentiel. Il n'est pas tout à fait capable de le restituer dans un quiz, mais moi, pour avoir discuté avec lui, je trouve que oui, il a compris, même si la note le met pas. Par exemple, on peut tout à fait proposer à un formateur de rétablir une note. Si un apprenant, on avait fixé à 70% le seuil de réussite et qu'il a eu 65, le formateur, il pourrait tout à fait dire non, le 65 est justifié, voire même il est un petit peu exagéré, moi j'aurais mis plutôt 50, ou non, le 65 est pas du tout justifié au vu des échanges qu'on a eu ensemble, la réussite elle est là. Voilà, ça c'est important pour un formateur d'avoir cette place-là dans un dispositif. Tout à fait. Alors, on arrive à la conclusion de ce podcast. Alors, j'aime bien demander à nos invités s'ils ont un livre à conseiller. Alors, je mettrai celui que tu as coécrit, Neurolearning, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un livre en ce moment qui t'a particulièrement intéressé sur la formation digitale? Ou autre chose. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque dernièrement et je l'ai relu avec plaisir. C'est pas un livre récent, mais il est revenu dans mon actualité, donc c'est pour ça que je vais le citer. C'est Convaincre en 2 coups de crayon de Dan Roam. Pour moi, la formation, c'est être capable de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Et donc, quand il connaît rien au sujet, le vocabulaire est le premier des freins à la compréhension. Et ce livre, Convaincre en 2 coups de crayon, c'est la pensée visuelle. Comment je représente une idée, un concept, avec 2 coups de crayon. Et son livre explique comment, quand on ne sait pas dessiner, quand on n'a que un crayon noir, un crayon rouge, on peut représenter toutes les idées possibles. C'est une vraie technique, c'est une vraie méthodologie, et je trouve que quand on est dans la formation digitale où on doit essayer sous une forme la plus universelle possible, la plus simple possible, transmettre des idées, avoir cette gymnastique intellectuelle de pouvoir s'affranchir du vocabulaire, d'avoir quelque chose de simple, limpide, évident à exposer pour faire comprendre et s'appuyer sur cette progression dans la compréhension jusqu'à une idée complexe, par exemple. Avoir cette gymnastique de comment est-ce que je peux exprimer le plus simplement possible quelque chose de compliqué. C'est la pensée visuelle peut aider à ça. Voilà, pour ça que je remettais ce livre en avant. Merci Philippe. Je te remercie très sincèrement pour être venu dans ce podcast Never Stop Learning, de nous avoir parlé d'hybridation. Je voulais remercier également nos auditeurs de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, très bientôt pour un nouvel épisode donc, de Never Stop Learning. Et encore une fois, un très grand merci Philippe pour ta venue dans ce podcast. Eh ben, merci à toi et merci aux auditeurs d'être restés jusque-là parce que j'étais un peu bavard. Non, c'était très bien. Merci Philippe. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir.
Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.